quelques commentaires effectivement sur les enjeux macro de cette semaine avec Thomas Kosterg, avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas, merci d'être avec Bonjour, nous. Grégoire. En tant qu'économiste US, vous regardez évidemment ce qui se passe du côté de la Chine. Thomas, quelle lecture est-ce qu'on peut faire des statistiques chinoises publiées ce matin avec toujours l'aspect très politique des statistiques chinoises, que ce soit le PIB du troisième trimestre ou les détails qu'on a pu avoir pour l'activité du mois de septembre. Qu'est-ce qui vous marque, Thomas ? Oui, je pense qu'il y a vraiment deux questions. Si on met de côté les côtés goulet d'étranglement dans les chaînes de production en Chine, la crise énergétique et le Covid, mais la vraie question, c'est est-ce que on a en face de nous ce changement de régime de la croissance chinoise ou pas, qui a été longtemps soit attendu, soit, j'allais dire, qui faisait peur. On a clairement une décélération du rythme de croissance sous-jacente. Juste pour vous donner une statistique, donc les ventes au détail au mois de septembre, on a 4,4%, on était à 3,5% au mois d'août en glissement annuel. La moyenne à 10 ans, c'était quand même 10% sur les ventes au détail. Donc clairement, la question, c'est est-ce qu'il y a ce changement de régime ? Je pense que c'est un peu tôt de tirer le trait sur le régime pour le moment, mais c'est vrai qu'on a quand même un gouvernement chinois qui a l'air de moins prioriser la croissance pour l'instant. La deuxième question, c'est évidemment quelle est est-ce qu'il y a un changement dans la fonction de réaction politico-économique à cette faiblesse de la croissance ? On aurait eu auparavant une réponse bien plus forte au niveau des autorités monétaires et budgétaires. Or là, on sent que il y a un peu une absence de réponse ou encore une faiblesse de la réponse qui peut potentiellement étonner. On n'a pas l'impression que les autorités chinoises soient sur le point de restimuler, en tout cas massivement, la croissance chinoise, d'où des questions sur l'année prochaine. Le consensus à l'heure actuelle est au niveau de 5,5% de croissance du PIB. S'il n'y a pas cette réponse politico-économico-monétaire, s'il y a une vraie question sur ces 5,5% de croissance. Il y a un intérêt tactique peut-être de la part des autorités monétaires et budgétaires chinoises de ne pas enclencher trop vite peut-être une réponse sur le plan monétaire, sur le plan fiscal, Thomas ? Alors ce qu'on peut dire, je pense qu'il y a eu clairement ces dernières années la volonté de réduire ou en tout cas de calmer l'endettement à la fois des entreprises et des ménages. Ça a été, je pense que c'était le trigger, ça a été vraiment l'action principale qui a mené aussi aux faiblesses dans le marché immobilier. L'idée, c'est vraiment d'arrêter cette spirale de l'endettement au sein des acteurs de l'immobilier, mais aussi sur certains ménages, puisqu'on a vu, les prêts hypothécaires en termes de masse ont monté de façon très vertigineuse ces dernières années. Donc on a l'impression qu'en effet, le régime chinois veut aussi gérer cette masse de dette et n'est pas pressé de restimuler. Maintenant, il faudra bien restimuler. Donc nous, on s'attend toujours à une entrée en matière des autorités pour restimuler la croissance. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que ça va venir ? Bon, quand on regarde alors du côté des banques centrales, Thomas, et c'est vrai que les réunions vont revenir assez vite, début novembre notamment pour la Réserve fédérale américaine, on sent que le sujet de la première hausse de taux va devenir un sujet central. Il y a encore quelques mois, Jérôme Powell nous disait du côté de la Fed, nous sommes en train de discuter de l'idée de discuter du tapering. Bon, les choses sont allées assez vite de ce point de vue-là, puisque maintenant le marché est concentré sur quand est-ce que la Fed montera ses taux pour la première fois. Et je dis la Fed, mais c'est le sujet identique pour la Banque d'Angleterre, avec là un pricing de marché beaucoup plus agressif encore. Et puis même du côté de la zone euro, on sent que dans le marché, il y a quelques investisseurs, opérateurs qui sont tentés peut-être de tâter un peu le terrain pour, là aussi, voir quand est-ce que la Banque Centrale Européenne pourrait embrayer sur de premières hausses de taux. Qu'est-ce que cette situation vous inspire, Thomas ? Oui, alors deux choses. D'une part, l'inflation se propage, notamment aux États-Unis. On a quand même des signes que l'inflation est maintenant tirée par d'autres catégories que seulement les services ou les catégories de biens affectés par la pandémie. Donc on a une propagation de l'inflation à plus de biens et de services, comme on le voit bien dans par exemple l'indicateur de CPI médian. Donc ça, c'est un point. Donc ça peut faire peur aux banques centrales, notamment dans leur narratif actuel, qui est celle d'une inflation transitoire et temporaire.
Deuxième point, on a quand même une phase où il y a un peu une fatigue du QE. J'appelle ça la phase de fatigue du QE. C'est quoi? C'est qu'il y a un peu de remords. D'ailleurs, au niveau des autorités budgétaires également, mais vraiment au niveau des autorités monétaires, peut-être on en a fait trop pendant la pandémie, et il y a l'idée de, il faut un peu vider l'eau du bain. Et évidemment, avec cette inflation qui se propage, notamment à d'autres catégories, et un peu ce remords des banquiers centraux, ou en tout cas cette hésitation, les marchés financiers, les marchés monétaires en particulier, s'engouffrent dans la brèche, et essayent de challenger, de défier les banques centrales. Notamment on sent que leur argumentaire d'une inflation transitoire est un peu fragile. Donc voilà, on a des marchés financiers, des marchés monétaires qui s'engouffrent dans la brèche vraiment à ce moment-là. Et je pense que le cas emblématique, c'est le Royaume-Uni avec la Banque d'Angleterre qui pourrait démonter les taux dès le mois de novembre. Elle n'a même pas fini son programme de QE, c'est ça qui est impressionnant. Et ça peut donner d'ailleurs des idées à la Fed, parce que la Fed doit baisser ses achats d'actifs, mais ne devrait arrêter le programme d'achat d'actifs que l'été prochain. Et donc c'est pour ça qu'on parlait de pas de hausse de taux avant le deuxième moitié de l'année prochaine, potentiellement. Or là, si le Royaume-Uni donne l'exemple qu'on peut commencer les hausses de taux avant d'avoir fini avec le QE, ça pourrait donner vraiment des mauvaises idées à la Fed. Est-ce que le Royaume-Uni serait un exemple à suivre en la matière? Je ne sais pas, Thomas, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce qui se passe au Royaume-Uni sur le marché du sterling et comment le marché intègre les premières hausses de taux de la Banque d'Angleterre, c'est que ce scénario-là, il est appuyé par les membres même de la Banque d'Angleterre, qui n'arrêtent pas de prévenir qu'il va falloir s'occuper du sujet de l'inflation beaucoup plus vite que prévu et que le marché a raison de commencer à anticiper des hausses de taux beaucoup plus rapides que ce qu'il pouvait imaginer il y a encore quelques mois. Du côté de la Fed, c'est pas encore tout à fait cette situation quand même, Thomas. Début novembre, est-ce que Jérôme Powell peut endosser un scénario qui amènerait à une première hausse de taux de la Fed en septembre 2022, puisque grosso modo, c'est ce que nous dit le marché aujourd'hui? Alors, je ne pense pas que Jérôme Powell va évoquer une hausse de taux en 2022. Lui-même, je pense que sa propre prévision, c'est pour une hausse de taux en 2023. Je pense que d'ailleurs, ça devrait rester le scénario central. Néanmoins, je ne pense pas que Jérôme Powell ne ferme la porte complètement à l'idée d'un risque de hausse de taux en 2022. C'est là où les marchés peuvent s'engouffrer. La vérité, c'est qu'on saura vraiment si cette inflation est transitoire ou temporaire qu'en début d'année prochaine, voire même en mi-année prochaine. Et donc là, il y a toutes les interprétations sont possibles, y compris l'interprétation du marché qui pourrait très bien continuer à tester la Fed, notamment au vu de ce qui se passe dans d'autres banques centrales, y compris l'Angleterre. Ouais. Donc ça veut dire qu'en termes de gestion des risques, là, il faut quand même que Jérôme Powell adopte une attitude beaucoup plus symétrique. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il se lie les mains sur une hausse de taux rapide après la fin du tapering, mais il ne faut pas non plus exclure totalement cette possibilité. Tout à fait. Alors après, il y a une autre considération pour Jérôme Powell, c'est qu'il est en campagne pour sa propre renomination. Toujours. Donc il marche un peu sur des œufs. L'idée, c'est de ne pas trop choquer à la fois les marchés actions et les marchés obligataires avant d'être potentiellement renominé. Donc je pense que son message va être le plus vague possible. Et le problème quand on est vague, c'est qu'on laisse potentiellement les interprétations courir, y compris les interprétations du marché. Je pense que Jérôme Powell, lui, reste convaincu qu'on est dans un régime désinflationniste et il ne voit pas dans les goulets d'étranglement dans les chaînes de production quelque chose de persistant. Mais là où, en effet, il peut y avoir un changement, c'est qu'on voit quand même un raffermissement continu des salaires aux États-Unis. Et en fait, le marché du travail peut être beaucoup plus tendu que ce que la Fed est en train d'imaginer, ou en tout cas sur son scénario de base au niveau du marché de l'emploi. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'inflation et comment le marché intègre les réactions de politique monétaire possibles face à ce sujet de l'inflation qui reste une grande discussion, mais l'inflation semble à certains endroits se diffuser un peu plus largement que ce qu'on imaginait et que ce que les banquiers centraux pouvaient peut-être imaginer il y a encore quelques mois. Merci beaucoup Thomas. Merci pour vos remarques du jour et vos remarques de la semaine. Thomas Koster qui était avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet Wealth Management. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve en fin d'après-midi en direct à 17h sur Bismart.